avec des lasers diodes. Et c'est Muriel Poli qui va nous exposer ces alternatives. Merci Muriel. Merci Yves. Bravo Pili pour ces superbes vidéos. Donc, je vais vous parler des cyclodestructions, de leur mode de réalisation, de la façon dont ça fonctionne et des indications. Comme le disait Keith Barton, quand on fait une sclérectomie et que ça ne marche pas, on passe à la trabéculectomie. Quand la trabéculectomie ne marche pas, alors maintenant on a le PreserFlow qui marche vraiment bien. Quand le PreserFlow ne marche pas, on a les tubes. Et quand tout ça, ça ne marche pas, il nous reste toujours la solution de la cyclodestruction, c'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir la vanne, on va couper le robinet pour réduire la production d'humeur aqueuse et abaisser la tension oculaire. Donc l'indication, la première et la plus fréquente, c'est en cas de glaucome réfractaire, quand on a tout essayé et que ça ne fonctionne pas. Une autre indication, c'est l'œil non fonctionnel douloureux. Ici, vous avez un patient qui a fait une OVCR ischémique, il a vraiment une perte fonctionnelle totale, les chances de récupération sont vraiment très faibles. Et c'est un patient qui est algique parce qu'il a une très forte tension. En plus, il a un œdème cornéen qui est douloureux aussi, qui va se transformer en œdème bulleux avec une dystrophie de cornée qui sera douloureuse. Donc là, l'idée, c'est de faire baisser la tension oculaire juste pour viser antalgique et pour préserver la cornée. On a des conjonctives pathologiques. Alors, quand on a un patient comme ça, parfois on a des patients qui sont sous multithérapie, qui ont une hyperémie conjonctivale majeure. Et ce qu'on fait chez ces patients-là, c'est qu'on arrête tous les collyres, on les met sous Diamox quand on peut. Et généralement, on arrive à retrouver une surface oculaire plus saine et les opérer. Mais parfois, on ne peut pas leur donner de Diamox. Ou alors même sous Diamox qui garde une tension qui est très très élevée. Et c'est vrai que faire une trabéculectomie dans des conditions très inflammatoires comme ça, ou une chirurgie filtrante, c'est pas là qu'on a les meilleurs résultats. Et parfois, pour temporiser un petit peu la situation, on peut faire une technique de cycloaffaiblissement localisé inférieur, notamment un diode micropulse, pour baisser un petit peu la tension, même si on sait que ça ne va pas forcément durer très bien dans le temps. Ça permet de gagner un peu de temps, d'avoir une conjonctive beaucoup plus saine et d'opérer dans de meilleures conditions. Mais la conjonctive pathologique, ça peut être aussi ça. Ça, c'est un petit geste que je vous conseille de faire systématiquement avant une chirurgie de glaucome. On teste avec une fléchette la souplesse de la conjonctive. Et puis parfois, on a ça. Alors, c'est très rare, mais ça arrive. Là, j'ai une conjonctive qui est totalement figée. C'est-à-dire que je ne pourrais même pas l'ouvrir en opératoire. Et chez ces patients-là, là aussi, une chirurgie filtrante va être très compliquée. Et un cycloaffaiblissement doux peut être une façon de retrouver aussi une conjonctive un peu moins pathologique. On a les anomalies vasculaires. Ici, vous avez un syndrome de radius momeni. Donc, c'est une hyperpression veineuse épisclérale idiopathique. Parce que quand on a une fistule carotido-caverneuse, le jour où le patient en est opéré, il retrouve une tension oculaire normale. Mais dans le radius momeni, on ne peut pas les traiter, et donc on est obligé de les opérer. Et faire une chirurgie filtrante là-dessus, non seulement il y a un risque de saignement évident conjonctival immédiat qui va aggraver le pronostic de notre chirurgie. Mais même si ça ne saigne pas, parce que par exemple avec le PreserFlow, si vous avez un petit endroit, vous pouvez mettre un PreserFlow, le risque d'hématome choroïdien post-opératoire est vraiment majeur. Et donc dans ces cas-là, parfois les cyclodestructions peuvent être intéressantes. Ça peut être aussi le traitement de l'iris plateau. C'est avec un iris plateau, quand on fait une chirurgie filtrante, si c'est un plateau qui est très fort, on peut avoir des risques de glaucome malin. Et alors, dans ces patients-là, on va utiliser des techniques un petit peu modifiées. Et on ne va pas tant utiliser la cyclodestruction pour l'affaiblissement du corps ciliaire que ça va produire, mais plutôt pour rétracter le corps ciliaire. Donc, on a des diodes à basse intensité qu'on va laisser pendant longtemps, 4 secondes, de façon à rétracter un petit peu le corps ciliaire et réouvrir l'angle irido-cornéen. Les risques de glaucome malin élevés, alors là, vous voyez que c'était un patient qui n'était pas très âgé, un hypermétrope extrême, un anophtalme. Alors, l'ophtalmo avait essayé de faire une iridoplastie, une iridotomie. Et puis alors là, vous allez voir la chambre antérieure vue de profil. C'est vraiment difficile d'imaginer de faire une chirurgie filtrante. Ce n'est pas un glaucome malin. Alors bien sûr, il y a un phacomorphisme qui est important. À un moment donné, il faudra enlever le cristallin. Mais enlever le cristallin à 42 tensions dans ces conditions, c'est pas bon. Donc là, l'idée, c'est de faire déjà baisser un petit peu la tension. Et puis après, secondairement, on verra ce qu'on fait pour réouvrir l'angle. Et puis, dernier cas, les pathologies tumorales actives. Donc ici, c'est un patient qui a été traité par prontothérapie. Il a un mélanome choroïdien qui est actif. Je ne veux pas rentrer dans l'œil et risquer un essaimage tumoral. Donc là aussi, ça peut être intéressant de faire un cycloaffaiblissement. Mais par contre, si la pathologie tumorale est parfaitement contrôlée, on peut se reposer la question. Si jamais, après cyclodestruction, la tension remonte à distance, on pourra peut-être faire une chirurgie filtrante en évitant évidemment le cadran où se trouvait la tumeur. Alors aujourd'hui, il existe 2 méthodes de cyclodestruction, les cyclodestructions au laser diode et les ultrasons focalisés. Et leur principe commun, c'est qu'à travers la paroi sclérale, on va délivrer une source d'énergie qui va détruire l'épithélium pigmenté du corps ciliaire et réduire ainsi la production d'humeur aqueuse. Et puis pour le laser diode micropulsé et les ultrasons focalisés, ces lasers vont aussi améliorer la voie de résorption uvéosclérale de l'humeur aqueuse,
un mécanisme annexe. Alors le laser diode a trois possibilités thérapeutiques. Le laser diode conventionnel, qui est le plus ancien. Donc on a une source de laser à 810 nanomètres infrarouge qui va être absorbée par la mélanine de l'épithélium ciliaire. Et lorsqu'on délivre le laser, la température va augmenter jusqu'à atteindre un échauffement tissulaire qui déclenche la nécrose de coagulation. C'est le POP que l'on a et on sait que l'épithélium ciliaire est nécrosé. Donc ça marche très bien. Ici, cette très belle méta-analyse du professeur Abtel qui nous montre que finalement, comme la trabéculectomie, ça marche à peu près dans 60-70% des cas. Mais malheureusement, avec un nombre de complications qui est vraiment important, et la plus redoutée étant bien sûr la phtise, mais on a aussi les baisses d'acuité visuelle, les uvéites chroniques, les œdèmes maculaires, les œdèmes cornéens. Donc on comprend que ce traitement-là, on va le réserver à des patients qui ont une acuité visuelle basse, et ce n'est pas le traitement qu'on fera forcément pour un patient avec une acuité visuelle utile. Donc, le laser diode continu a été le premier à être inventé, et face à ces effets indésirables, on a essayé de développer des méthodes alternatives qui utilisent le même principe mais qui seraient moins nocives. Et pour ça, de façon à peu près synchrone, on a vu apparaître le laser diode micropulsé et les ultrasons. Donc le principe du laser diode micropulsé, c'est la même source diode, mais au lieu d'avoir un rayonnement continu, on va avoir des salves avec un cycle de 30% de laser et 60% de non-laser pour faire baisser la température du corps ciliaire. Donc on voit que pendant le laser, la température monte, on a une période de refroidissement qui permet de diminuer la température, et ainsi de suite. Donc on n'atteint jamais la température de nécrose du corps ciliaire. Et par ce biais-là, on réduit les effets indésirables de façon importante. Et puis une autre technique qui a été plus récemment décrite par Gasterland, qui est la slow coagulation transclérale laser cytophotocoagulation. Donc on a une intensité qui n'est pas de 2 watts mais de 1,25 watts. Et au lieu de faire 2 secondes, on va faire 4 secondes. Et ça, c'est ce qu'on disait, ça peut être intéressant dans les iris plateaux. Ça va permettre de rétracter le corps ciliaire, d'inverser un petit peu son positionnement et de réouvrir l'angle iridocornéen. En pratique, c'est très simple à réaliser. Alors pour le laser diode continu, on va traiter 3 cadrans et on fait 7 spots de laser par cadran. On a maintenant des sondes qui sont illuminées, comme en bas à droite, qui permettent de mieux localiser le corps ciliaire pour faire un traitement vraiment plus personnalisé. Et quand on atteint le POP, généralement, on essaie de mettre la puissance un petit peu au-dessous pour éviter les phthises. Et puis à droite, vous avez le laser diode micropulsé qui est encore plus simple à faire. Donc on balaye la sonde pendant 80 secondes en supérieur puis en inférieur. Et là, c'est vraiment le laser qui fait tout le travail. On n'a même pas adapté ni la puissance ni la localisation. Finalement, le laser diode micropulsé marche presque aussi bien que le laser conventionnel. Vous voyez dans cette étude, les patients traités par laser conventionnel avaient une tension post-op de 15 mm de mercure contre 14 pour le laser diode micropulsé. C'est une étude qui a été faite sur 260 yeux avec 3 ans de suivi, donc et puis une méthodologie assez robuste. Et par contre, en termes d'effets indésirables, on avait beaucoup moins d'effets indésirables chez les patients qui étaient traités par laser diode micropulsé et notamment pas de phthises. Et puis, la cyclodestruction aux ultrasons focalisés, c'est un petit peu comme le laser diode micropulsé, sauf que ça utilise des ultrasons avec 6 transducteurs piézoélectriques qui vont délivrer des ultrasons qui vont de la même façon affaiblir l'épithélium ciliaire et perméabiliser la voie uvéosclérale. Le professeur Abtel a beaucoup travaillé sur cette technique et vous avez ici une étude qui vous montre qu'on a à peu près un abaissement pressionnel qui est similaire, un taux de succès à 64% avec très peu d'effets indésirables. Donc ce qu'on retient, c'est que ça reste quand même un traitement de deuxième ligne, sauf dans quelques cas rares, un iris plateau, les conjonctifs très pathologiques, un contexte tumoral actif ou quand vous avez des patients qui ont des très fortes hypertonies et des acuités visuelles qui ne sont pas utiles. L'efficacité est intéressante. Dans 2 tiers des cas, on obtient des tensions inférieures à 22 mm de mercure. Le laser diode continu marche mieux, mais avec beaucoup plus d'effets indésirables et notamment un risque de phthises, alors qu'à l'inverse, le diode micropulsé et les ultrasons marchent presque aussi bien, mais avec un profil de sécurité qui est nettement supérieur. Donc pour le laser diode conventionnel, qui est un traitement destructif, on va l'utiliser pour les glaucomes réfractaires sévères. Et puis pour le laser diode micropulsé ou les ultrasons, qui sont plutôt des traitements modulatoires, on peut les utiliser plutôt dans l'arsenal thérapeutique. Et puis en pratique, ce qui n'est pas forcément toujours rapporté dans les études cliniques, l'inconvénient de ces techniques, c'est que ça marche bien, mais dans le temps, ça ne dure pas forcément. Et donc on est obligé souvent de retraiter les patients, mais parfois dans de meilleures conditions, et ça ouvre le champ de possibilités supérieures. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Muriel. On appelle à présent le professeur Mansour.